Donc rebonjour, dans cette troisième séquence, nous allons poursuivre cette étude de cas proposée par People et Shade en 1992, qui est consacrée à la vitrification in situ de déchets nucléaires. Après avoir parlé de l'étude et de la stratégie choisie par les expérimentateurs, après avoir présenté les trois facteurs et les proportions de ces trois constituants, on va définir maintenant le domaine expérimental d'une part, et d'autre part on va revenir sur la définition des modèles d'exploration de ce domaine expérimental dans une séquence qui va être un petit peu longue, parce qu'on va peut-être, sans doute surtout, introduire des concepts qui sont transposables à d'autres études de cas. Alors, lorsque vous avez fait la cartographie de l'étude sous forme d'un diagramme d'Ishikawa, vous voyez apparaître les différents facteurs. Ici, ce sont les constituants de l'étude, et ces facteurs vont être introduits dans le problème par l'intermédiaire des proportions des constituants. Ici, c'est des proportions massiques, et les proportions sont soumises à des contraintes que vous voyez à l'écran, ces contraintes limitant la géométrie du domaine expérimental. Et la première question à laquelle il faut répondre lorsque vous associez des contraintes aux variations des proportions, c'est les contraintes présentent-elles des incompatibilités, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des contraintes qui servent à rien? Eh bien, on va le voir. Une fois que l'on aura vérifié la compatibilité des contraintes, il faut se demander à quoi ressemble le domaine expérimental, s'il existe, et s'il existe, est-ce qu'il s'agit d'un simplex, auquel cas il existe des méthodes historiques comme la méthode de type simplex lattice ou simplex centroïde, soit il s'agit d'un polyèdre convexe, et auquel cas on va faire appel à des méthodes soit empiriques, ce qui est le cas ici, soit des méthodes algorithmiques, soit encore des méthodes géométriques. Et pour pouvoir répondre ensuite à la construction de la matrice d'expérience, eh bien, il faut définir le nombre minimal d'essais à faire. Ce nombre d'essais à faire doit permettre d'estimer le modèle et doit permettre d'autre part de couvrir la surface ou le volume du domaine expérimental. Et donc, dans l'étude du domaine expérimental, on inclura le dénombrement des sous-espaces de ce domaine. Ici, en présence de trois constituants, nous n'aurons qu'à dénombrer le nombre de sommets et le nombre d'arêtes. Alors, comment savoir si le domaine expérimental existe lorsque l'on émet des contraintes sur les plages de variation des proportions des constituants? Eh bien, dans ce système, on va considérer dans un premier temps uniquement les contraintes inférieures. Les contraintes inférieures, il faut mettre au moins 50% du constituant 1, c'est le sol, il faut mettre au moins 0% et au moins 0% des constituants 2 et 3. Auquel cas, lorsque vous mettez au moins 50% d'un constituant, eh bien, naturellement, vous diminuez la hauteur du triangle équilatéral qui représente le simplex initial en formulation. Et quelle est la taille du domaine restant? Eh bien, c'est la taille du domaine initial, représentée ici par somme pour i égale 1 à q de xi, c'est 1, moins, eh bien, moins toutes les bandes correspondant aux contraintes inférieures que vous avez enlevées. Ici, vous enlevez uniquement une bande de hauteur 0,5, donc la taille du domaine qui résulte, c'est 1 moins 0,5, c'est 0,5. Par voie de conséquence, si la hauteur du simplex L définie par les contraintes inférieures est 0,5, eh bien les proportions des constituants ne peuvent plus atteindre 100%. De façon générale, regardez comment on définit les contraintes supérieures implicites. Eh bien, on part de la contrainte inférieure et on rajoute la hauteur du domaine, c'est-à-dire que la géométrie, c'est ce que vous voyez apparaître en bas à droite, va être maintenant confronté eh bien, aux contraintes supérieures qui avaient été proposées par les expérimentateurs. La géométrie nous autorise à atteindre 100% pour le constituant 1, c'est également ce que nous autorisent les experts, donc sur cette valeur-là, il n'y a pas d'incompatibilité. La géométrie nous autorise d'atteindre 50% pour le constituant 2, c'est également le souhait des experts, donc il n'y a pas d'incompatibilité. La géométrie nous autoriserait
d'atteindre 50% pour le constituant 3, et les experts sont plus stricts que la géométrie, donc il y a compatibilité des contraintes que nous venons d'entourer. Il faut faire maintenant la même chose avec les valeurs supérieures. Si nous avions uniquement défini le domaine expérimental à partir des contraintes supérieures, les contraintes supérieures, bon, la première est implicite, pas plus de 100% du constituant 1, les deux autres sont plutôt explicites, pas plus de 50% du constituant 2 et pas plus de 15% du constituant 3, eh bien vous vous doutez que c'est une limite qui va réduire le champ expérimental. Et quelle est la hauteur du simplex résultant? C'est un simplex d'orientation opposée. Eh bien c'est la somme des UI moins la somme des XI. La somme des UI ici c'est 1,65. La somme des XI c'est 1, donc le domaine expérimental existe. Il a une hauteur de 0,65, 65%. Par voie de conséquence, si ce domaine a une hauteur de 65%, les constituants ne peuvent plus varier dans une plage qui va de 0 à 100%. Et donc, quelle est la définition des contraintes inférieures implicites? Eh bien, on part de la limite supérieure, UI, explicitée par les auteurs, et on soustrait à cette valeur la hauteur du domaine. Alors on s'aperçoit qu'on peut trouver des valeurs négatives, et lorsqu'on trouve des valeurs négatives, eh bien la contrainte implicite, naturellement, est transformée par la valeur 0. Première limite inférieure, si nous acceptions ces contraintes, la géométrie nous autoriserait à descendre jusqu'à 35% pour le constituant 1. Et les experts ont été plus sévères, puisqu'ils exigent que le constituant 1 soit au moins présent à hauteur de 50%. Les deux autres contraintes implicites sont compatibles, donc la géométrie est compatible avec les exigences des experts, et donc il n'y a pas d'incompatibilité dans l'expression de ce système de contraintes. S'il y a des incompatibilités, que fait-on? Eh bien, on remplace les contraintes explicites incompatibles par la valeur des contraintes implicites, bien évidemment, et il faut recalculer les valeurs de RL et de RU. Alors, on peut également poser le problème différemment en introduisant une autre caractéristique qui est l'étendue de variation associée à chacun des constituants. Et on va comparer l'étendue de variation associée à chacun des constituants à la plus petite taille des deux simplexes que nous venons d'étudier pour savoir si par cas ça déborde. Si toutes les étendues sont inférieures ou égales à la taille du plus petit des deux simplexes, eh bien naturellement il n'y aura pas d'incompatibilité. C'est ce que nous voyons ici. Les étendues sont définies par la différence entre les valeurs supérieures et inférieures des contraintes, et on va comparer toutes ces étendues à la plus petite taille du domaine, c'est le minimum entre RL et RP, et donc vous voyez qu'ici il n'y a pas d'incompatibilité puisque les trois étendues que vous voyez à l'écran sont inférieures ou égales à RP. Donc il y a compatibilité. À partir du moment où il y a compatibilité, on va se demander à quoi ressemble le domaine expérimental. Alors là encore, ne m'en voulez pas, il suffisait de faire un dessin, vous l'avez déjà vu dans des séquences précédentes, pour voir que le domaine expérimental est un polyèdre convexe, mais l'idée aussi de ces études de cas, c'est de rappeler des concepts ou de les introduire si vous n'avez pas encore vu les éléments de cours, de façon à les transposer à d'autres études. Quand il y aura 4, 5, 6 constituants ou plus, eh bien vous ne pourrez plus vous contenter d'une représentation dans un diagramme ternaire. Alors pour savoir à quoi ressemble le domaine expérimental, dès lors que vous avez vérifié la compatibilité des contraintes, et j'insiste là-dessus, il suffit d'utiliser un logigramme qui vous permet de voir ici que nous avons affaire à un polyèdre convexe. Pourquoi? Parce que toutes les étendues, RL est plus petit que RU, toutes les étendues ne sont pas égales à RL, donc nous avons un polyèdre convexe. Si on a un polyèdre convexe, il y a plus de sommets que de constituants. Et il va falloir, naturellement, répondre à la question combien y a-t-il de sommets et combien y a-t-il d'arêtes. Si le domaine expérimental avait été un simplex, bien, dénombrer le nombre d'arêtes d'un simplex, ce n'est pas très compliqué. Cela obéit à des formules génériques très simples en fonction du nombre de constituants. Dans le cas des polyèdres convexes, eh bien, il y a diversité de géométrie. Et donc, il va falloir maintenant aborder la caractérisation du polyèdre convexe.
quelles sont les stratégies ou les méthodologies d'approche de caractérisation des domaines expérimentaux? Quand il y a 3 constituants, c'est le cas de cette étude, faites un dessin. Lorsqu'il y a 4 constituants, faites un dessin en perspective et pour les plus doués d'entre vous, vous l'avez déjà découvert lors de plusieurs études de cas, fabriquez une maquette qui vous permettra de voir comment sont distribués les sommets, s'il y a des arêtes longues, s'il y a des petites faces, et cela devrait vous aider à fabriquer un maillage empirique à la main, souvent de façon plus efficace, voire plus économique que des solutions algébriques. Et puis, s'il y a plus de 4 constituants, donc au moins 5 ou plus, eh bien vous serez obligé, pour répondre aux questions posées, combien y a-t-il de sommets, combien y a-t-il d'arêtes, eh bien de vous livrer à des calculs. Bien, dans cet exemple, on va à la fois faire le dessin et à la fois faire le calcul pour voir comment on met en œuvre ces méthodes de calcul proposées par Crozier en 1984 et 1986. Alors, dessinons dans un premier temps le domaine expérimental en introduisant dans le simplex de hauteur unitaire, vous voyez ici les 3 constituants de l'étude dans un diagramme ternaire de hauteur unitaire, eh bien on va venir donner des coups de ciseaux graphiques à partir de traits rouges pour des contraintes inférieures et à partir de traits bleus pour des contraintes supérieures. Donc vous voyez que le fait d'appliquer une contrainte inférieure au constituant 1, au moins 50% de sol, divise par 4 la surface du domaine expérimental, puisque nous n'avons plus droit qu'à explorer le coin inférieur gauche. Le rajout des contraintes sur CAO, finalement, ne modifie pas le premier petit domaine expérimental. Par contre, le rajout des contraintes sur la proportion de NA2O, compris entre 0 et 0,15, transforme le premier petit simplex que nous avions vu en trapèze, en polyèdre convexe, qui fait apparaître 4 sommets et 4 arêtes. Donc vous voyez, en faisant un dessin, on peut répondre tout de suite à la question posée. Et à partir du moment où on a fini de définir le domaine expérimental, eh bien, il faut répondre à la question combien de mélanges doit-on réaliser, et ensuite quel mélange doit-on réaliser pour fabriquer un modèle d'exploration de ce domaine. Alors, on va revenir dans cette partie sur le calcul du nombre de sommets et du nombre d'arêtes, parce que l'exemple est petit, il est facilement manipulable à la main, à partir des formules proposées par Crozier en 1984 et 1986. Donc vous avez pu découvrir à de nombreuses reprises, dans d'autres études de cas, une formule générique proposée par Crozier qui permet de calculer le nombre de sommets de façon très simple, même si la formule paraît terrifiante, à partir d'éléments que nous avons déjà, puisqu'on va faire des combinaisons linéaires d'étendues, et les étendues, nous les avons calculées préalablement pour vérifier la compatibilité des contraintes. Donc il suffit de les remanier numériquement, et vous allez voir de façon très simple, puisqu'il s'agit de faire des sommes. Donc partant des 3 étendues que je vous ai rappelées dans la colonne de droite, eh bien on va regarder si une à une elles sont inférieures à REP, ou si elles sont égales à REP. C'est l'origine des locutions L de Q et de R pour inférieur et E de Q et de R pour égal. Et puis on va remplir un petit tableau dédié spécifiquement un nombre de constituants. En présence de 3 constituants, on remplace petit q par 3, ce qui permet tout de suite de faire varier l'indice discret sous forme de lignes, R égale 1, R égale 2, R égale 3, et pour chacune des lignes, on va pouvoir renseigner automatiquement les termes des 2 produits scalaires que vous voyez à l'écran, avec d'un côté un vecteur qui correspondra comme coordonnée à 3 moins 2R, et de l'autre côté un moins R, c'est ce que je remplis automatiquement ici. Donc vous voyez que ce tableau peut être pré-rempli à l'avance en fonction du nombre de constituants. Il ne reste plus qu'à reporter dans les cellules vides le nombre d'étendues prises une à une, 2 à 2, 3 à 3, dont la somme est, pour la colonne la plus à gauche, inférieure à REP, et pour la colonne qui est la plus à droite, dont la somme est égale à REP, c'est ce que l'on va voir ici. Donc lorsqu'on prend les étendues une à une, bien vous voyez qu'il y a 2 étendues égales
ARP. Dans le petit tableau situé en haut à droite, dans le plan de la figure, la valeur 2 est venue s'inscrire et il y a une étendue qui est plus petite que RP. Donc c'est pas très compliqué pour remplir ce tableau. Lorsqu'on prend les étendues 2 à 2, on fait la somme R1 plus R2, on fait la somme R1 plus R3, la somme R2 plus R3. Naturellement, toutes ces sommes sont plus grandes que RP, donc aucune ne peut être égale et aucune ne peut être inférieure. On remplit avec 0. Dès lors que vous avez rempli avec 0, toutes les autres cellules vont être remplies avec des zéros, puisqu'il s'agit de sommes de valeurs positives. À partir du moment où ce tableau a été rempli, je vais faire le calcul des deux produits scalaires. Alors, je rappelle que dans la somme intervient petit q, le nombre de constituants. Le premier produit scalaire apparaît ici. J'ai reporté les valeurs dans le tableau. Donc, le premier produit scalaire est égal à 1. Le deuxième produit scalaire est égal à 0. Par voie de conséquence, le nombre de sommets, c'est 3 plus 1 plus 0, 4 sommets. C'est ce que nous avons vu sur la figure précédemment. Voilà. Donc, comment on peut, en présence d'un nombre plus important de constituants, calculer de façon simple et à l'avance le nombre de sommets, mais vous en avez ici une application dans un petit exemple à faire par exemple en travaux dirigés. À partir du moment où on a le nombre de sommets, je suis bien d'accord avec vous, on peut lire ici directement le nombre d'arêtes, 4, mais on peut aussi le calculer à partir d'une formule générique proposée toujours par Crozier en 1986, mais cette formule générique qui n'est pas une continuité de la formule précédente, permet de calculer non seulement le nombre d'arêtes en faisant l'application petit d égale 1 dans la formule que vous voyez, mais également le nombre de faces et d'hyperfaces. Donc dans cet exemple, on se limitera à d égale 1, puisque nous avons finalement une représentation plane. Donc lorsqu'on fait d égale 1 et q égale 3, on remplace dans la formule que vous avez vue petit q par 3 et petit d par 1. On peut calculer le nombre de combinaisons en faisant appel à des formules de calcul de type CNP sur un coin de la feuille, et on va reporter les résultats de ces calculs dans un tableau. Attention, les sommes ne vont plus de R égale 1 à Q, comme vous avez pu le voir, mais les sommes sont limitées, et par voie de conséquence, lorsque petit r n'apparaît pas dans la somme, eh bien, on grise ou on met un symbole particulier dans les cellules pour éviter de les remplir avec des valeurs qui nous induiraient en erreur. Ensuite, on remplit le tableau de la même façon que précédemment, et le nombre d'arêtes, eh bien, il suffit de faire la combinaison 3 plus 1 moins 0, j'attire votre attention, il faut soustraire la dernière valeur qui ici est égale à 0, et donc vous obtenez 4 arêtes. Donc ce genre de formule sera réutilisé en particulier en présence de 4, 5, 6, voire plus constituants dans d'autres études de cas, mais c'était l'occasion ici de vous la présenter dans un domaine géométriquement simple. Donc nous avons 4 sommets, nous avons 4 arêtes, et donc il va falloir, après avoir fait ce petit récapitulatif, répondre à la question combien de mélanges doit-on réaliser et quel mélange doit-on réaliser. C'est-à-dire quel mélange, c'est les proportions des constituants que l'on va mélanger. Alors pour ça, mais toujours dans cette séquence, on va faire appel à un modèle. Pour répondre à la question combien de mélanges doit-on réaliser, eh bien, il y a une condition nécessaire, c'est d'en faire au moins autant que de paramètres à estimer dans l'équation du modèle. Alors je vous rappelle, je vais aller vite sur ce transparent puisque nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, comme modèle c'est une approximation de la réalité, donc naturellement tous les modèles sont faux. Par contre, le modèle, vous allez le restituer sous une forme graphique interprétable sans ambiguïté, comme on l'a vu en introduction, comme on l'a vu dans la partie stratégie expérimentale, et donc il vous faut considérer comme modèle, ce sera le vecteur d'information. Un modèle, c'est aussi un propagateur d'incertitude, puisque fatalement, ce modèle d'interpolation va s'appuyer sur quelques points judicieusement répartis dans le domaine expérimental. Sur ces points règne
une incertitude de mesure, lorsque vous effectuez des mesurages, et naturellement, le modèle présente aussi un manque d'adéquation. Et par voie de conséquence, la conséquence du manque d'adéquation et des incertitudes expérimentales va faire que lorsqu'on interpole, eh bien, il y a propagation d'incertitudes. L'objectif, eh bien, c'est de distribuer dans le domaine expérimental les expériences de la façon la plus judicieuse possible, afin de minimiser la propagation d'incertitudes. Et ça, c'est l'objet des plans d'expérience. Si vous voulez résumer ce qu'est un plan d'expérience, c'est une méthode qui consiste à disposer un nombre nécessaire et suffisant d'expériences dans un domaine, de façon à obtenir de l'information grâce à un modèle et à minimiser les incertitudes par utilisation de ce modèle, généralement par interpolation. Donc voilà un peu pourquoi on a besoin d'un modèle et quels sont les différents aspects qui se cachent derrière. Alors ce modèle nous permettra, alors dans la boucle de la formulation et d'optimisation, lorsqu'on est confronté à de l'optimisation, à relier, plutôt qu'à faire des expériences, les réponses qui deviennent des réponses calculées, eh bien, aux facteurs qui sont ici les proportions des constituants, et vous vous attendez à ce que le modèle soit le plus descriptif et le plus prédictif possible. Alors, parmi les modèles polynomiaux, on va choisir des formes canoniques de degré 1, de degré 2, éventuellement de degré plus élevé, voire des formes alternatives de modélisation. On va rappeler ici l'origine de la forme canonique du modèle polynomial de degré 1. Un modèle polynomial, c'est finalement une somme de monômes, un monôme de degré 0 qui correspond à la constante, et puis un certain nombre de monômes de degré 1, autant qu'il y a de constituants, et en présence de 3 constituants, eh bien, vous obtenez ici alpha 0 plus alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3. Mais attention, les proportions des constituants doivent respecter une contrainte relationnelle qui est somme des xi égale 1. 1 étant l'élément neutre de la multiplication, on s'en sert pour multiplier la constante par 1, et suite à une factorisation et une reparamétrisation du modèle, eh bien, on obtient ce qu'on appelle la forme canonique. Dans ce que vous voyez à l'écran, on va maintenant remplacer alpha 0 plus alpha 1 par bêta 1, alpha 0 plus alpha 2 par bêta 2, alpha 0 plus alpha 3 par bêta 3. Donc vous avez ici la forme canonique du modèle polynomial de degré 1, qui fait apparaître 3 paramètres. Ces paramètres, on va les estimer expérimentalement, ça deviendra des coefficients, et donc il faut faire au moins autant de mélanges distincts que de paramètres à estimer. De façon générique, si vous aviez plus de constituants, le nombre de paramètres de la forme canonique du modèle polynomial de degré 1 est égal au nombre de constituants petit q. Alors un modèle polynomial de degré 1, c'est bien, mais ça ne permet pas de prendre en compte des variations sous forme de courbure. Donc on va faire appel à un polynôme de degré supérieur. Le polynôme de degré supérieur, c'est le polynôme de degré 2. De façon générique et générale, un terme de degré 0, c'est la constante. Les termes de degré 1 que nous avons décrits, et parmi les termes de degré 2, vous avez des termes carrés, x1 carré, x2 carré, x3 carré, des termes rectangles, x1, x2, x1, x3, x2, x3, comme vous le voyez apparaître ici. Alors, dans cet exercice encore, nous allons faire apparaître la contrainte relationnelle sous la forme x1 plus x2 plus x3 égale 1 d'une part, et d'autre part, nous allons la faire apparaître en disant que x1 c'est 1 moins x2 moins x3. x2 c'est 1 moins x1 moins x3, et x3 c'est 1 moins x2 moins x1. C'est ce que vous voyez apparaître dans les termes carrés. Les termes carrés, x1 carré, ont été remplacés par x1 fois x1, et un de ces deux termes du produit intègre la contrainte relationnelle. Par voie de conséquence, il n'y a plus de termes carrés et plus de constantes si vous faites une factorisation. C'est ce que vous voyez là, et vous voyez apparaître 6 monômes. On va remplacer alpha 0 plus alpha 1 plus alpha 1, 1 par bêta 1, et on va remplacer alpha 1, 2 moins alpha 1, 1 moins alpha 2, 2 par bêta 1, 2. C'est ce que je rappelle sur le transparent suivant, pour aboutir
dans cet exemple, à la forme canonique du modèle polynomial de degré 2, qui fait apparaître 6 paramètres. On va faire des expériences, on estimera avec la méthode des moindres carrés, par exemple, les coefficients, et si ce modèle s'avère de qualité suffisante, eh bien, on en fera une représentation graphique pour décrire comment la viscosité et la conductivité électrique varient au sein du domaine expérimental en fonction des variations des 3 proportions de constituants. De façon générique, voilà comment on calcule le nombre de paramètres à estimer, donc de coefficients, pour les formes canoniques des modèles polynomiaux de degré 2. Et c'est ce que les auteurs vont utiliser pour l'analyse des résultats de leur publi. Toutefois, et ça sera le récapitulatif de cette étude, si l'on doit estimer un modèle polynomial de degré 2, eh bien, il faut faire au moins 6 mélanges distincts. Ce au moins va faire appel à la définition d'une condition suffisante d'équirépartition que l'on va voir dans la séquence suivante. Mais avant de se quitter, j'ai extrait de la publication des auteurs un petit tableau où les auteurs disent que l'on peut envisager, certes, la forme linéaire et quadratique proposée par Henri Scheffé en 1958. On peut éventuellement envisager, en présence de 3 constituants, un modèle spécial cubique qui ferait intervenir, comme vous le voyez, le terme x1, x2, x3. C'est ce qu'on appelle également un modèle synergique quand on est en présence de 3 constituants. Et puis des modèles que l'on a abordés, soit dans des cours, soit dans d'autres exemples, comme le modèle de Becker H2, le modèle de Becker H3, qui sont des modèles homogènes de degré 1, faisant intervenir par exemple des racines carrées. Puis vous avez des modèles avec des termes inverses. Vous avez tout un tas de modèles. Alors, les auteurs les ont sans doute cités pour mémoire, et dans leur publication n'ont pas été finalement tellement plus loin. Pourquoi? Parce que le modèle de degré 2, lorsqu'on va lui associer des transformations adéquates, comme on va le voir, est largement suffisant pour décrire ce qui se passe. Donc voilà, nous avons passé une séquence un peu importante pour définir le domaine expérimental, surtout en illustrant les formules proposées par Crozier, puis nous sommes revenus encore une fois sur la définition des formes canoniques des modèles polynomiaux. Donc ainsi s'achève cette 3e séquence qui précède une séquence dédiée à la construction de la matrice d'expérience avant de passer à la phase expérimentale. Donc merci pour votre attention et rendez-vous immédiatement pour la construction de la matrice d'expérience.